Merci beaucoup à Rachel et Renaud et vraiment ravi de vous voir tous. Alors moi j'ai la chance, l'honneur d'animer ce débat avec deux illustres personnes. Beaucoup les connaissent, d'autres ne les connaissent pas encore et vraiment vous allez voir, ça vaut le coup. Je vous présente Isabelle Hudon. Isabelle est la présidente de la Banque de développement du Canada, l'équivalent de la BPI France canadienne. Isabelle a été aussi la première femme ambassadrice du Canada en France à partir de 2017. Et Isabelle a une troisième spécificité, elle est membre de l'Advisory Board de SWIP, elle nous a fait cet honneur. Et vraiment, on est ravis de ta présence avec nous ce soir, chère Isabelle. Philippe, beaucoup le connaissent, d'abord parce que c'est un auteur à succès, et je vous recommande vraiment, je le dis très sincèrement, son dernier ouvrage, La finance, enfin l'un de ses derniers, c'est pas son dernier, La finance face aux limites planétaires, qui est une forme de dialogue assez philosophique, je dois le dire, et c'est vraiment très bien, voilà, Karine confirme. Philippe est aussi le président, directeur général de Mirova, qui est un fonds de la finance engagée. Philippe, tu es tout simplement l'un des pionniers et visionnaires de cette finance et tu as inspiré beaucoup de personnes et dont moi, je le confesse très volontiers. J'ai un second défi, c'est qu'on doit faire tenir cette table ronde en 15 minutes, ce qui veut dire qu'on va essayer d'aller straight to the point avec des questions courtes. Et si je peux oser demander des réponses courtes et tranchantes et pertinentes, je me permets de le faire, mais je suis sûr que ce sera le cas. Je vais commencer, et pardon de cette impolitesse, par toi, Philippe, parce que tu reviens de la Climate Week. Lors de cette Climate Week, qui était évidemment un événement très important, tu as pu constater la dynamique ou la non-dynamique, tu vas nous le dire, sur les sujets de durabilité. Il est vrai que cette dynamique sur les sujets de durabilité, elle nous importe singulièrement en Europe, où on a vu ces derniers mois ce recul au niveau des réglementations. On a tous en tête Omnibus. Alors ma question sera simple, est-ce que tu penses que ces reculs singulièrement européens sont conjoncturel ou alors structurel? Merci Julien, bonsoir à tous, ravi d'être là avec vous. J'étais il y a 15 ans, j'étais plusieurs fois à la Climate Week, mais je me souviens, il y a 15 ans, c'était l'année où avaient été adoptés les Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable, et le pape François était présent aussi pendant ce moment-là dans la ville. Et 15 ans plus tard, en fait, c'était assez différent. Enfin, il y avait une seule chose qui était à peu près constante, c'est les embouteillages dans Manhattan. À part ça, le mood est quand même évidemment extrêmement différent aujourd'hui. On a eu le droit en plein milieu, donc au début de cette Climate Week, à la déclaration de Trump sur le changement climatique est une arnaque, un scam. Alors je vous propose une définition de scam. Je vous propose Save Climate, Act More. Voilà. Donc, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est structurel? Je pense malheureusement que les mouvements politiques et réglementaires qu'on voit actuellement sont, si ce n'est structurels, vont durer un certain temps. Je ne pense pas qu'on soit sur... bien sûr, il y a des allers-retours politiques, des up and downs réguliers, mais si on regarde un peu le mood, y compris aux États-Unis, on n'est plus du tout dans le sentiment du début du premier mandat de Trump, où tout le monde se disait c'est un mauvais moment à passer, et puis on va revenir à autre chose, on sort des accords de Paris, on va y revenir. Je ne sais pas si... Isabelle sera d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'on est beaucoup plus sur quelque chose qui va durer longtemps. Et sur l'Europe, je pense aussi qu'on est sur un momentum qui va durer longtemps. Mais à la limite, j'allais dire, la problématique est plutôt maintenant de savoir comment le monde économique réagit à ça. Et le monde économique réagit de façon beaucoup plus smooth, j'allais dire, beaucoup plus... c'est-à-dire parce que forcément, les entreprises prennent des décisions qui sont des décisions beaucoup plus à long terme. Et donc, elles ne peuvent pas réagir comme ça au quart de tour aux évolutions de la réglementation. Quand on a pris une décision d'investir il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on pensait qu'il y avait un momentum, on ne va pas l'arrêter aujourd'hui parce que Trump dit que c'est une arnaque. Donc, on est sur cette évolution de l'entreprise qui est plus smooth, un peu moins brutale, mais qui quand même n'est pas positive. Il ne faut pas se leurrer. La question, c'est est-ce qu'on arrive à maintenir ce niveau de plateau? Est-ce qu'on arrive à tenir et à maintenir une dynamique? Et donc, il faut soutenir absolument les entreprises qui sont en transition. C'est absolument clé.
c'est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Ensuite, le gros, peut-être un dernier mot sur New York. Le gros sujet, quand même, c'est de discussion. Je ne sais pas si Rachel, tu as senti un petit peu le même. C'est le lien IA-énergie, qui est vraiment dans toutes les bouches. Enfin, tous les débats sont autour de ça. Les besoins d'énergie. Alors d'un côté, on a Trump qui arrête effectivement des énergies renouvelables, mais en même temps, on voit bien que tous les producteurs, enfin tous les upscalers de la tech ont besoin d'énergie et ont besoin d'énergie propre, d'énergie renouvelable, d'énergie décarbonée en tout cas. Et donc, on va avoir, je pense que le vrai sujet va être comment on arrive à faire ce lien entre IA et transition énergétique. Et si on arrive à faire ce lien positif, on a peut-être quelque chose qui est très powerful, hein, qui peut avoir un gros poids. Si on n'y arrive pas, ça sera un peu la catastrophe. On pourra poser la question à Karine tout à l'heure lors de la dernière table ronde. Isabelle, merci beaucoup Philippe pour ces indications. Isabelle, je me tourne vers toi désormais. Tu vis au Canada. Canada, un pays extrêmement impacté également par le changement climatique. Tu vis de près les positions de l'administration Trump, mais il y a aussi des dynamiques. On le voit chez Sweep aujourd'hui, la partie nord-américaine est l'une des régions où nous avons le plus de clients avec une forte dynamique. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a d'un côté le débat politique et de l'autre côté la réalité des entreprises, avec des entreprises nord-américaines qui sont quand même désireuses d'avancer sur le changement climatique et sa lutte? Tout comme en Europe, en Amérique du Nord, il y a une réalité où les entreprises vivent sous une tension continue, de performer, une tension continue de faire différemment et surtout une tension continue de la part de certaines générations, des plus jeunes générations, qui veulent œuvrer, travailler, s'affilier à des organisations qui démontrent pas seulement de l'intérêt, mais des actions concrètes en faveur du climat et ESG. Donc, il y a cette tendance, particulièrement au Canada, qui ne bouge pas beaucoup, mais je dois vous dire que le deuxième élément qui vient alimenter ce mouvement au Canada, c'est probablement une position anti-américaine. Donc, avec le discours anti-climat américain, les Canadiens et les Canadiennes, nous avons trouvé énormément de fierté de se démarquer de notre ex-meilleur ami, en voulant faire probablement tout son contraire. Donc, on voit au Canada une envie, un appétit de se démarquer et, entre autres, en faveur du climat. Donc, les deux combinés, la tension qui vient des employés, la tension qui vient également des clients et des chaînes de valeur, où on doit agir en faveur du climat et faire le contraire de notre ex-meilleur ami. Quand on combine ça, il y a un réel mouvement. Je dois également vous dire que lorsque j'ai pris mes fonctions, il y a presque 5 ans, en quittant votre merveilleux pays, et je dois vous dire que vous m'avez accueilli à bras ouverts et que je me suis souvent sentie beaucoup plus chez moi, chez vous, que chez moi. J'ai pris mes fonctions en 2021 et j'ai été frappée par une donnée. On parle de la puissance des données. Entre 30 et 40% des gaz à effet de serre au Canada sont émis par les activités des PME, ce qu'on appelle ici les ETI. Et comme banque de développement, j'ai dit à mon équipe, il est incontournable que nous agissions en faveur du climat. Et on voit chez les ETI, chez les entrepreneurs canadiens, une réelle compréhension maintenant qu'ils et qu'elles doivent agir en faveur du climat. Mais justement, quel est le moteur qui aujourd'hui font que des PME et des ETI vont vraiment s'engager dans cette voie de la sustainability? C'est parfois plus dur pour des entreprises de cette taille que pour de grandes entreprises, et pour autant, on sent que la volonté est là. Quel est le moteur et est-ce que les grands groupes ont un rôle à jouer? Il y a beaucoup de grands groupes aujourd'hui. Oui, les grands groupes ont un rôle à jouer et mettent, encore une fois, la correcte tension sur les ETI. Parce que, tout comme ici, au Canada, il y a une réglementation qui oblige les grands groupes
à faire une reddition de comptes quand même assez sévère sur leur action en faveur du climat et de d'autres éléments. Donc maintenant, pour les ETI au Canada, les grands groupes obligent que les ETI aient aussi une reddition de comptes sur le climat et les autres éléments de ESG. Donc, la réglementation, les grands groupes mettent la pression parce que les grands donneurs d'ordre font vivre en grande partie les ETI. Donc, les ETI comprennent qu'avec cette obligation, mais aussi l'influence des jeunes générations qui entrent en entreprise et également les clients, quand on combine plus faire le contraire de notre ex-meilleur ami, ben c'est une équation probablement pas parfaite, mais une équation assez puissante. La France peut être le meilleur ami du Canada. Hein. Vous l'êtes? Exactement. En tout cas, tu es ici chez toi. On voit bien avec tes propos l'importance de la chaîne de valeur. Dans cette chaîne de valeur, il y a aussi les financiers. Si la finance n'est pas suffisante, elle est nécessaire. On est beaucoup à se dire, si la finance, elle change complètement ses règles, si la finance considère les émissions financées comme quelque chose de très important, peut-être qu'en fait, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Chez Mirova, sans flagornerie aucune, tu as réussi à initier cela. Pourquoi aujourd'hui, il y a si peu de fonds de private equity, d'asset managers qui se disent les chiches, on fait des portefeuilles décarbonés et on impose des investissements dessus. Quel moteur là aussi? Nous, on est tombé dans la potion magique quand on était tout petit, donc voilà, on a créé Mirova avec cet objectif-là. Aujourd'hui, c'est pas ce moteur-là qu'il faut essayer de chercher. Honnêtement, le moteur de l'envie, il existe. Il y en a qui l'ont, mais si on veut passer à l'échelle, il faut que le moteur soit un moteur économique et financier. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et donc, il faut démontrer la viabilité de ces modèles et l'impact économique positif et financier de ces modèles. Il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout le débat qu'on pouvait avoir il y a quelques années sur, on va peut-être y revenir, sur matérialité financière, double matérialité, est-ce qu'on doit regarder les impacts d'un côté ou de l'autre, et je crois un peu dépassé aujourd'hui, parce que si on n'a pas d'impact financier, on n'a pas d'évolution et d'acteurs qui se positionnent aujourd'hui là-dessus. Or, une des grandes problématiques, et je vais revenir sur effectivement la technologie et l'IA, une des grandes problématiques aujourd'hui qu'on a pour développer les offres durables, c'est que le marché va contre nous. Le marché aujourd'hui, il valorise quasiment exclusivement la tech, l'IA, et donc, par définition, il valorise moins tout le reste. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est sur les marchés boursiers, notamment acheteurs d'actions sur la soutenabilité et la durabilité, on sous-performe massivement les marchés. Et donc, forcément, on a moins d'actifs qui viennent chez nous. Et c'est pour ça qu'on doit réussir à résoudre cette équation-là et reconnecter les liens entre technologie et transition climatique. Sinon, on va avoir c'est des vases communicants, l'argent qui part complètement vers la tech aujourd'hui, ce qui est potentiellement une bonne chose si la tech devient favorable au climat, mais potentiellement très problématique pour la transition. Mais Philippe, quand BDC s'est lancé dans l'investissement, on fait du capital de risque. On ne fait pas capital d'équité, mais on fait capital de risque. Et quand on s'est lancé dans le secteur, vous me direz que c'est encore la technologie, mais dans le clean tech, il y a 15 ans, il n'y avait que des sceptiques autour de la table. Et tous ont prédit qu'on perdrait de l'argent. Alors voilà que c'est probablement nos fonds les plus performants, nos fonds clean tech, et par notre leadership de jouer là où on joue moins comme banque de développement, le ratio entre nos investissements et le capital privé attiré dans le clean tech est de 1/6, le plus haut ratio de tous nos fonds. Donc, on a un rôle à jouer. Les gouvernements ont un rôle à jouer, non pas seulement de faire de la réglementation, mais d'investir. Mais est-ce que ça veut dire, à vous écouter tous les deux, et ce sera ma dernière question, malheureusement, on pourra en discuter après, mais est-ce que ça veut... Parce que se dire, d'un côté, il y a l'investissement en IA qui est plus rémunérateur, de l'autre côté, il y a les autres qui sont moins rémunérateurs, et la question va être de se dire, est-ce que l'IA va permettre
d'accroître la sustainability plutôt que de la dégrader, se pose quand même la question de ce qu'on entend derrière le mot valeur. Valeur sur les marchés, valeur dans l'equity. Est-ce que ça veut dire que croire que l'extra-financier demain peut être créateur de valeur, c'est-à-dire que le capital ne soit pas que financier mais aussi environnemental et social, est-ce que selon vous deux, et ce sera le mot de la fin, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que seule la réglementation très forte le permettra? Ou est-ce qu'on peut quand même y croire et se dire oui, l'extra-financier demain peut avoir la même valeur que le financier? Question en une minute. Difficile. Non, encore une fois, je vais répondre un peu comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la question de double matérialité versus matérialité financière. Moi, je crois beaucoup à l'extra-financier comme capacité prédictive du financier. C'est-à-dire que si on pense que le monde va changer, et nous on pense que le monde va changer, et bien on pense que l'extra-financier est probablement essentiel et même l'un des meilleurs indicateurs. C'est pas avec le bilan financier d'aujourd'hui qu'on va prévoir le bilan financier de demain, c'est avec les données extra-financières d'aujourd'hui qu'on va prévoir le bilan financier de demain. Et donc là, on peut réconcilier, je pense, les deux. J'ai fait une minute ? Oui. Ah, mais tu veux plus? Non, mais tu peux réconcilier les deux, mais tu vas avoir la tragédie des horizons chère au Premier ministre des canadien. Horizons. Et alors là, on est aidé pour le coup pour une fois par Donald Trump qui veut supprimer les rapports financiers trimestriels, ce qui est assez amusant. Mais évidemment, la tragédie des horizons, c'est vrai, mais en même temps, oui, si l'expertise, la compréhension du monde, elle passe par ces sujets extra-financiers, eh bien, ces données vont devenir essentielles, mais aussi parce qu'elles sont de plus en plus disponibles. C'est pas à vous que je vais le dire. Exactement. Et si toutes les banques de développement, quelles qu'elles soient autour du monde, s'unissaient en disant nous, banques de développement, le capital extra-financier va avoir la même valeur que le capital financier? Je dirais, Julien, qu'on n'est pas très loin de par notre mission. Les banques de développement, on n'a pas l'obligation de la rentabilité des banques à charte ou des autres institutions financières. Mais quand même, on doit choisir sciemment de jouer là où les autres ne jouent pas jusqu'à temps qu'ils et qu'elles nous suivent. Et c'est notre rôle comme banque de développement. À mon arrivée, on était de façon très timide dans le secteur du climat et on a accéléré nos investissements et c'est extrêmement rentable financièrement. Je le réitère et je suis d'accord avec vous, Philippe. Il faut d'abord qu'il y ait un business case et de la rentabilité financière pour que l'extra-financier soit invité dans le débat et considéré. Mais on est capable, comme on dit au Québec, on est capable de mâcher de la gomme et de marcher en même temps. Eh bien, c'est une je vous offre cette expression très québécoise. Un grand merci à tous les deux. Un très grand merci et vraiment, vraiment désolé, c'est frustrant. On aurait aimé vous entendre encore plus. De toute manière, Isabelle va bientôt venir habiter en France, donc vous allez pouvoir la voir. Et Philippe, vraiment, je vous conseille de lire ses ouvrages qui sont passionnants.